Cette review devait être la toute première de cette chaîne, mais j'ai passé mon temps à la repousser, tout simplement parce que le livre dont il y est question est pour moi un sujet épineux. C'est un comics acclamé par la critique, adoré par les gens, et moi, c'est une œuvre que je déteste. Alors, au-delà du fait que je ne l'aime pas, ce qui relève du subjectif, je ne comprends pas pourquoi il est autant considéré comme culte. Il s'agit de Black Hole, le comics de Charles Burns, sorti en intégrale en 2006. Dans ce recueil, on suit des lycéens vivant dans la banlieue de Seattle pendant les années 70 et dont les occupations principales en dehors des cours sont la drogue, l'alcool et le sexe. Leur quotidien est toutefois perturbé par la crève, une MST qui ne touche que les adolescents. Elle entraîne chez ses porteurs des mutations plus ou moins sévères, se traduisant par des difformités physiques grotesques. Ceux chez qui cette mutation est discrète continuent à vivre à peu près normalement, restent au lycée et cachent qu'ils sont malades. Mais ceux chez qui la mutation est grave et les fait ressembler à des monstres fuguent de chez eux et vont vivre dans les bois en dehors de la banlieue. Le récit est plus particulièrement centré sur Chris, la fille populaire du lycée, et Keith, le mec un peu paumé qui passe la majorité de son temps libre à fumer des joints avec ses potes dans les bois. Tous les deux vont contracter la crève. Chris, sans le savoir, en ayant une relation avec Rob pendant une soirée, et Keith, lui, va la contracter en étant pleinement conscient et consentant, en ayant une relation avec Eliza. À partir de là, ils vont suivre une évolution opposée. Chris va passer de beauté populaire à une nana paumée qui n'a plus rien, ni amis, ni famille, ni maison, ni perspective d'avenir, tandis que Keith va finir avec Eliza en voulant construire son futur avec elle. Voilà, maintenant que le rapide résumé est fait, avant de déverser ma bile, je voudrais revenir sur les points positifs de ce comics. Le plus gros point positif, ce sont les dessins de Charles Burns qui sont excellents. Ils sont très soignés et fourmillent de détails minutieux. Aucun trait n'a l'air d'être posé au hasard. L'autre point positif, c'est qu'il arrive à faire ressentir des choses à travers ses dessins. Les illustrations installent une atmosphère malaisante du début à la fin, les rêves des personnages sont psychédéliques, et honnêtement, si je faisais des cauchemars comme ça, je me réveillerais en sueur dans une flaque où il n'y a pas que de la transpi. De plus, on peut dire qu'une certaine poésie se dégage des dessins qui ont également une narration intrinsèque. Par exemple, à la fin, ce qui montre les évolutions opposées des personnages, c'est les environnements. On voit Chris dériver comme une épave dans l'eau froide de l'océan en regardant le ciel nocturne. Elle est perdue. Elle flotte sur quelque chose de profond et sombre, et au-dessus d'elle, il y a quelque chose d'encore plus vaste et profond. Elle est seule et en deuil. Alors que Keith est avec Eliza en plein jour, dans un endroit chaud et ensoleillé, il est heureux. Le seul reproche que j'aurais à faire au niveau des dessins, ce seraient les expressions peu variées des têtes de cul dont sont affublées la majorité des personnages. Peu importe leurs émotions, les expressions sur les visages sont similaires. Et maintenant que j'ai commencé avec ce qui me déplaît, je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, car malgré les dessins excellents, je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire. Les personnages sont des petits cons, et l'univers n'est pas cohérent. Je ne me suis attachée à aucun personnage, et bien qu'il leur arrive des trucs horribles, je n'éprouvais aucune sympathie ni compassion à leur égard, car c'est eux-mêmes qui se mettaient en permanence dans la merde. Pour commencer, ils sont au courant de l'existence de la MST qu'ils appellent la crève, et ils savent comment elle se transmet. Mais ces idiots ont les hormones en ébullition et baisent à droite à gauche sans protection. Je tiens à rappeler quand même que les préservatifs ça existe depuis l'Antiquité. Donc dans les années 70, c'est pas un truc inconnu du grand public. Mais bon, même aujourd'hui l'éducation sexuelle aux États-Unis est problématique, alors bon à l'époque ça devait être pire. Mais on a quand même un personnage, Rob, qui a la maladie, et ne s'empêche pas trop d'avoir des rapports sans préservatif avec des filles, parce que ces dernières sont assez connes pour vouloir coucher avec lui par amourette. Ces lycéens passent leur temps à se plaindre et à s'apitoyer sur leur sort parce qu'ils ont des devoirs et des contrôles à faire. Ils se boulient les uns les autres et s'excluent eux-mêmes de la société. Car dès qu'ils ont des mutations graves, ils n'en parlent pas aux adultes, ils fuguent pour aller vivre dans les bois. Le souci pour moi, c'est qu'ils n'entreprennent rien pour se sortir du merdier dans lequel ils se mettent. Ils ne s'assument pas et n'assument pas les conséquences de leurs actes. Tu as contracté une MST grave? N'en parle pas aux parents, fugue dans les bois. Tu te faisais harceler à l'école? N'en parle pas aux adultes, prends un flingue et suicide-toi après t'être vengé. Un de vos camarades a buté toute votre bande de poteaux? N'appelez pas la police, fuguez. Bref, c'est exaspérant et ça ne s'arrête pas là, car bien que ce qui arrive à ces jeunes relève du domaine fantastique, l'univers dans lequel Burns plante son histoire se veut réaliste. Mais malheureusement, l'environnement dans lequel tout se déroule est incohérent. L'auteur oblitère totalement l'existence d'une société en dehors du microcosme des ados. Les parents n'existent que pour les priver de sortie. Quand leurs enfants fuguent, ils ne les cherchent pas et ils n'appellent pas la police pour signaler les disparitions, parce que, visiblement, les flics n'existent pas dans leur banlieue. On ne les voit ratisser les bois juste à côté ou interroger les lycéens à aucun moment. Pourtant, les parents ne rejettent pas leurs gamins. Ils veulent qu'ils aient de bonnes notes et leur donnent de l'argent de poche. Je vois pas avec quoi ces petits cons achèteraient leur weed sinon. Donc, c'est pas logique qu'ils ne les recherchent pas, puisqu'ils n'en ont pas rien à foutre.
L'autre chose qui m'a dérangée, c'est qu'on n'a aucune explication sur cette maladie. On ne sait pas d'où vient cette crève et pourquoi elle ne touche que les adolescents. Par contre, une fois qu'ils deviennent adultes, ils ne guérissent pas et restent des mutants. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est l'étape suivante de l'évolution ? Mais en même temps, les jeunes rejettent leurs camarades malades, donc est-ce que ça veut dire que plus tard les mutants seront exterminés ou traités comme les X-Men ? Perso, je suis plus curieuse de savoir ce que cette histoire aurait donné à une échelle plus grande que celle de ces petits idiots que j'ai dû me coltiner pendant toute la lecture. Mais visiblement, le gouvernement s'en bat lecture de cette maladie qui touche les jeunes, c'est-à-dire les futurs adultes, électeurs et payeurs de taxes, à travers tout le pays. Aucune prise en charge des malades n'est mise en place et aucune recherche n'est financée. Les firmes pharmaceutiques non plus n'ont visiblement rien à cirer de cette maladie alors que ce serait une vraie mine d'or pour eux, car quels parents ne dépenseraient pas des milliers de cents pour sauver leurs bambins. Pour ceux qui y verraient une noble critique de l'auteur sur le sida, et le fait que les malades étaient mal vus et délaissés par le gouvernement au début de la crise sanitaire dans les années 80, sachez que Burns n'a jamais fait ce rapprochement. Son comics est une métaphore de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, du corps qui change et de l'éveil à la sexualité, comme il l'a dit lui-même dans une interview que je vous mets en description, avec cette influence hippie des années 70 au niveau de la drogue, de la musique et de la libération sexuelle. Ça n'a pas l'air d'aller au-delà. Burns a raconté son adolescence en y ajoutant les mutations pour exprimer les bouleversements de cette étape de la vie. Et pendant que j'y suis, pour ceux qui s'extasient sur les dessins de Burns en disant que c'est un style exceptionnel, sachez que ce n'est pas le cas. Il a juste un style de dessin inspiré des comics des années 50-60. D'ailleurs, c'est de là que viennent les têtes de cul des personnages qui m'ont saoulé concernant leurs expressions indifférenciées. On peut dire que c'est un style particulier de nos jours, comme une nana qui porterait les vêtements de son arrière-grand-mère, mais ça n'en fait en aucun cas du jamais vu. Alors, je ne vais pas critiquer l'atmosphère malaisante de l'histoire parce que c'est volontaire de la part de l'auteur et très bien réussi. Mais, combiné à la stupidité des personnages et l'incohérence de cet univers, je n'ai vraiment pas passé un bon moment. Du coup, j'ai du mal à comprendre le culte qu'on voue à ce comics. Il a même un caméo appuyé dans le film Dawn of the Planet of the Apes. L'adolescent Alexander trimballe en permanence ce comics sur lui et finit même par l'offrir à Maurice, l'orang-outan. Alors, si c'est pour symboliser le fait que les humains sont en train de retourner à un état de plus en plus animal, ok, mais pourquoi l'offrir en signe d'alliance ou d'amitié au singe le plus intelligent du groupe de César ? La seule chose qu'il verra dans ce comics, c'est à quel point les humains sont cons, et pourquoi du coup c'est pas étonnant qu'ils aient régressé. En tout cas, cette œuvre a reçu plein de prix dont celui des essentiels d'Angoulême, et je ne vois pas en quoi c'est un essentiel. Ok, les dessins sont bons, mais en quoi est-ce que l'histoire de ces ados est si exceptionnelle qu'elle valait la peine d'être racontée? Qu'est-ce qu'ils ont appris au cours de leur péripétie qu'il était essentiel de transmettre au reste de l'humanité? Si vous avez les réponses à ces questions, s'il vous plaît, éclairez-moi de votre lanterne. En somme, je dirais que Charles Burns est un excellent illustrateur, mais peut-être pas un si bon scénariste que ça. Et je ne vois vraiment pas à qui je pourrais recommander ce livre, excepté aux dessinateurs intéressés par sa technique, ainsi que les gens qui étaient des adolescents de les années 70 aux États-Unis et qui pourraient éventuellement s'y reconnaître et éprouver de la nostalgie. Au risque de paraître moralisatrice, ce n'est pas du tout une lecture que je recommanderais pour les adolescents, surtout ceux qui traversent des moments difficiles et risqueraient d'être confortés dans leurs sentiments erronés, qu'ils sont seuls face à leurs difficultés et que personne ne peut les aider. Donc, si vous avez l'intention de l'offrir à un ado, lisez-le d'abord vous-même pour vous faire une idée. Sur ce, gros bisous masqués à tous.